Bonjour Sophie, Bonjour, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, je te remercie. T'es prête à démarrer du coup? Oui, c'est bon. On y va. Alors du coup, ce que je propose, c'est peut-être pour démarrer, si tu peux un peu te présenter, nous dire un peu qui Ouais, tu es et aussi du coup, qu'est-ce que tu fais, ouais. quel est ton Alors, business? ouais. Alors, moi, je suis Sophie Lauré, j'ai 33 ans. Non, j'ai 34 ans. Le temps passe trop vite. Oui, J'ai c'est clair. 34 ans. Et donc, je suis la cofondatrice de Comme Avant, qui est une entreprise de cosmétiques solides, voilà, qu'on fabrique près de Marseille. Et donc, que j'ai créé il y a un peu plus de 5 ans maintenant avec Neil, mon conjoint. Et également, on a fait ça en famille, puisque voilà, dès le démarrage, il y a eu ma sœur, mon frère et mon beau-frère qui nous ont rejoints dans l'aventure assez vite. Une vraie société familiale, chouette. Ouais. Ça marche. Et comment est-ce que tu en es arrivé là en fait? C'est quoi un peu l'histoire derrière comme avant? Qu'est-ce qui t'a amené à cette entreprise et à quel moment tu t'es dit avec Neil, ça y est, enfin, on se lance quoi, vraiment. Ouais. Alors, nous, on est devenus parents début 2017. Alors, avant ça, j'avais fait une fausse couche avant de tomber enceinte de Naël. Et du coup, j'étais voilà, vraiment depuis cet événement et même déjà un petit peu avant, j'ai eu une vraie prise de conscience sur ce que je pouvais consommer. Voilà, éviter éviter le plastique dans la maison. Voilà, un exemple que je donne souvent, c'est qu'au début, j'ai commencé en voulant enlever tout le plastique dans ma cuisine. Donc, je voulais plus de Mm. passoires en plastique, je voulais plus d'ustensiles en plastique. Voilà, je me suis fait une fixette là-dessus pendant un petit moment. Mais voilà, du coup, c'est vrai que voilà, ces événements-là, je pense que voilà, l'entrée dans la parentalité pour nous, elle a quand même beaucoup, voilà, beaucoup rimé, comme beaucoup de parents, je sais maintenant aujourd'hui, puisque c'est les retours qu'on a aussi. Mais voilà, elle a vraiment rimé avec mieux consommer, faire attention aux produits qu'on utilise, que ce soit pour sa santé, mais aussi forcément, c'est lié pour l'environnement. Voilà, on a eu notre petit garçon en début 2017, le 27 février, c'est bientôt son anniversaire. Mm. Du coup, forcément, pendant ma grossesse, j'avais aussi fait attention, enfin, j'avais regardé de près les cosmétiques que j'allais utiliser pour lui à sa naissance. Donc, je m'intéressais déjà pas mal aux compositions. Voilà, j'arrivais à déchiffrer pas mal de choses. En tout cas, je savais ce que je voulais éviter. Mm. Donc, voilà, j'avais choisi mes produits. Je me disais, c'est bon, j'ai choisi les meilleurs produits. Je suis sûre de moi. Voilà, pas de souci. Et en fait, quand on a commencé à lui donner ses premiers bains et au bout de quelques semaines, quelques mois, il a commencé à avoir des petites plaques rouges sur la peau. Bon, là, je me suis dit, ah non, mais il y a quand même quelque chose qui va pas. Faut que je creuse, faut que je trouve des solutions pour corriger ça. Et à force de chercher un soir, j'étais en train de me dire, je vais peut-être acheter du savon de Marseille, mais peut-être pas, c'est peut-être trop asséchant, je sais pas, j'hésite. Ouais. Et Neil, qui était à côté, il me dit, mais attends, ce qu'on peut faire, c'est, moi je me souviens très bien, au lycée, j'ai fait du savon par saponification à froid. Oui. Et voilà, il a vite ouvert une page internet, voilà, il regarde, il me dit, bah oui, là, je me rappelle comment on fait, moi je te fais un savon avec juste de l'huile d'olive et rien d'autre. Parce que c'était un peu le sujet, c'était qu'à chaque fois, soit il y avait de l'huile de coco, il y avait de l'huile de palme, il y avait des colorants, il y avait des parfums, mais des choses qui me semblaient pas utiles pour un petit bébé de 3 4 mois. Et donc voilà, il me dit, bah, je te mets 100% d'huile d'olive, demain on va acheter de l'huile d'olive bio au Naturalia d'à côté. Je vais acheter de la soude caustique, qui est l'ingrédient qu'on va mélanger avec l'huile pour obtenir le savon. Et voilà, donc c'était parti. Il était parti, donc dans l'idée vraiment au départ pour vraiment un usage personnel. C'était Ouais. pour se dire, ben voilà, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire chez soi. Mm. On peut faire du pain chez soi, on peut faire... voilà, et donc pourquoi pas, on peut aussi faire du savon chez soi. Donc allons-y, faisons notre savon. Voilà, donc il fait ça, il a juste un petit peu la formule, enfin, en se disant, ben voilà, il faut vraiment qu'il y ait un maximum, qu'il y ait aussi cette idée de surgras dans le savon, donc c'est ce Ouais. qui permet qu'il soit très doux pour la peau. C'est une partie d'huile d'olive qui est
ajouter en surplus et qui va pas saponifier. Donc c'est comme si on mettait de l'huile Mm. presque brute sur la peau. Donc c'est ça qui aussi le rend très doux. Donc voilà, il ajuste un peu sa formule, il fait deux, trois essais et puis on attend temps de cure du savon et on le teste sur notre fils. Et en effet, au bout de quelques jours, on voit déjà une différence. On voit qu'en effet, du coup, sa peau est moins asséchée, elle est moins rouge, elle est moins sensible. Donc on se dit, bon, ok, cool, c'est une bonne chose. Et il se trouve qu'après ça, on était en train justement d'organiser le baptême de notre fils, un baptême civil, mais où on s'est dit, ben, on va faire des petits cadeaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être un peu original? Bah tiens, on a nos petits savons. C'est l'occasion de les partager et voilà, de mettre un petit mot dessus en disant voilà, aux gens, bah, faites-nous un retour, dites-nous aussi ce que vous en pensez, parce que là, on l'a fait pour Naël, mais pourquoi pas, si ça vous plaît, on peut en faire pour toute la famille, quoi. Ne pas renvoyer, envoyer juste le réseau très restreint. Mm. Et voilà, et en effet, du coup, on a eu des bons retours. Notre entourage, voilà, je sais que j'ai un oncle qui utilise beaucoup de savons solides, qui avait testé tout ce qui existait. Dès qu'il voyait les savons solides, il en achetait, il testait. Et il nous a dit, ouais, en effet, je vois la différence. Je vois bah, d'avoir vraiment que de l'huile d'olive. En effet, ça fait une différence par rapport à ce que j'ai pu utiliser d'autres. Et donc voilà, donc beaucoup de retours positifs. Et assez rapidement, suite à ça, Neil m'a dit, bah écoute, moi je propose, on fait une page internet, on présente le savon, on présente notre démarche, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, on explique beaucoup. Dès le début, on avait vraiment envie d'expliquer beaucoup, d'être très transparent. Et puis on voit ce que ça donne. On a commencé par partager sur Facebook. À nos réseaux. Donc, enfin, voilà, sur notre petite communauté, on n'avait pas du tout une énorme communauté du tout, mais voilà, juste on partage autour de nous et on voit. Et en effet, rapidement, bouche à oreille, c'est fait. Mm. Et voilà. Et donc, on s'est dit, oui, il y a quelque chose. Et on s'est rapidement dit, on veut pas décliner plein de savons et on veut pas être une savonnerie. On n'est pas des savonniers de formation et on est, voilà. Donc, on veut plus partager une philosophie autour de ces produits. Et donc, après le savon, on a aussi besoin bah, d'un dentifrice qui soit peut-être plus clean. On a besoin d'un shampoing, d'une crème. Donc, c'était voilà, essayer d'avoir, dès le début, on s'est dit qu'on essaye d'avoir une gamme qui se crée avec les essentiels de la salle de bain en plus clean, aussi minimaliste. Parce que du coup, voilà, l'idée de base était vraiment d'avoir des produits à la composition minimaliste, à l'emballage minimaliste. Donc voilà, et qui tendent au maximum vers le zéro déchet. Mm. Bah, c'est en effet comme ça en fait que je vous ai connu. C'est à l'époque où enfin, toi tu me parlais de la cuisine zéro plastique. Moi j'étais dans Ouais. l'idée de, je commence par la salle de bain zéro déchet. Et du coup c'est comme ça en fait que j'ai fait la connaissance avec les produits comme avant. Et effectivement avec les savons classiques, j'avais vraiment la peau par exemple qui rougissait, j'avais des plaques rouges, etc. Ça a été le premier où vraiment j'ai pas eu de problème et enfin ça s'est très bien passé. Donc ça me parle. C'est chouette, cette aventure vraiment familiale et qui a grossi au fur et à mesure. Top. Ouais. Et du coup, alors j'imagine que vous avez dû relever pas mal de défis quand même en cours de route, parce que l'aventure qui grandit, c'est pas la même chose de faire un savon pour sa petite famille, sa plus grande famille, et puis du coup commencer à vendre vraiment dans toute la France, voire ailleurs, je sais plus, juste la France pour l'instant. Principalement en France, après on a quelques personnes à l'étranger qui achètent sur notre site internet, mais nous on fait pas d'export à Ouais. proprement dit actuellement. Du coup, c'est quoi un peu les Euh, défis qui ont jalonné? Forcément, dès le début, c'est commencer à s'interroger sur, OK, maintenant, je veux vendre, quelle est la réglementation, qu'est-ce que je dois faire, puisque voilà, on rentre dans des produits qui ont en effet un cadre réglementaire qui est assez précis. Et donc, bah, de suite, c'est les premières questions qu'on s'est posées. Donc, on s'est fait accompagner, puisque voilà, nous, c'était un domaine qu'on découvrait. On n'est pas du tout de cet univers. Donc, voilà, on s'est fait accompagner. On a trouvé une personne qui, à la fois, pouvait nous aider à créer ce qu'on appelle les DIP, donc c'est dossiers information produit, qui permettent Mm. bah, aux réglementaires d'être dans les normes et de déclarer auprès des autorités, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans notre produit. Et à la fois aussi sur la partie fabrication, puisque dès le début, en fait, on s'est dit, nous, on veut fabriquer nous-mêmes, on ne veut pas appeler un labo
Ouais. à côté de chez nous ou plus loin et leur demander de fabriquer. Non, nous, on veut faire nous-mêmes. On aime bien faire tout nous-mêmes. Mm. C'est un peu dans Dans l'ADN le de DN. Casablanca. Et du coup, c'était OK. Maintenant, il y a des normes, ce qu'on appelle là c'est notre acronyme des BPF, les bonnes pratiques de fabrication. Ben, OK, il faut se palucher ce petit pavé là, lire tout ce qui est essentiel allez, parce il y a des choses qui sont recommandées, il y a des choses qui sont obligatoires. Donc voilà, Mm. après on prend, on se dit bah oui, mais ça c'est recommandé, donc je vais quand même le faire, je trouve que c'est mieux, ou pas. Enfin voilà, donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a mis en place où même la personne qui nous a accompagnés sur ça nous a dit bah ça, vous n'étiez pas obligé, mais c'est bien, vous l'avez fait, mais du coup vous avez même poussé plus loin. Donc on préférait, voilà, on préférait faire trop que pas assez en étant un peu novice dans le domaine. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est toute la mise en place. En effet, ça prend forcément quelques semaines, le temps de trouver voilà, aussi tous les process. Il y a beaucoup aussi d'administratifs qu'on n'imagine pas. Mais en fait, il faut suivre voilà, tout le processus de Oui. fabrication du produit. Il doit être suivi d'une façon administrative pour que si au bout de 3 mois, un client nous appelle et nous dit ben, j'ai la peau toute rouge justement avec votre savon, je comprends pas. Faut voilà, qu'il puisse nous donner son numéro de lot qui est sur la boîte et que nous, on puisse retracer et dire, OK, sur ce produit-là, il a été fabriqué tel jour. La formule, on regarde, elle a bien été respectée. Est-ce que le temps de séchage a été respecté? Est-ce que ça vient d'une matière première? Donc, on retrace aussi le lot de la matière première. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez Ouais. complexe, en tout cas en termes de procédure. Voilà, il y a quand même Ouais. pas mal de choses qu'on n'imagine pas forcément quand C'est on tout le suivi démarre de la en filière faisant juste. qualité. Ouais. Voilà, c'est pas pareil que quand on fait juste son savon chez soi. Voilà, Mm. il y a plus de choses qui rentrent en jeu. Mais voilà, donc tout ça, on a appris et petit à petit, voilà, on a avancé sur ce chemin-là et on a avancé voilà, après aussi à commencer à formuler de nouveaux produits. Donc voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc après, voilà, il y a eu le dentifrice. Dans l'ordre, je crois que c'est dentifrice, déodorant, crème solide, notre crème au karité, et le shampoing qui arrive plus tard. On avait déjà à l'époque mis pas mal de temps à réussir à trouver une formule de shampoing qui fonctionne. C'est un vrai Mm. sujet, le shampoing solide. Oui, aussi, je confirme. Pareil, ça marche. Et du coup, là aujourd'hui, vous avez vraiment toute une gamme très étendue avec des produits très diversifiés aussi. Vous êtes même passé du coup des cosmétiques aux vêtements, à la fabrication textile. Ouais, D'autres complètement. challenges aussi en cours de route avec cette Ouais, partie-là. les produits ménagers, alors ça, c'était quelque chose qui était peut-être un peu plus rapproché des cosmétiques, qui nous a semblé rapidement assez logique. On a rapidement proposé des copeaux de savon à partir de notre savon, donc qui permettaient de fabriquer ces produits ménagers. Mm. Et après, on a aussi voilà, travaillé sur une poudre vaisselle, une lessive, et aujourd'hui, on a aussi un savon vaisselle. Donc voilà, pour le produit ménager, c'est aussi important pour nous, puisque voilà, ça fait partie quand même de choses peuvent avoir aussi un impact dans la maison et où si on peut réduire l'usage de plastique, ben, voilà, on essaye d'apporter quelque chose à notre niveau. Et alors les vêtements, c'est vrai que du coup c'est quelque chose qui est complètement, on va dire, différent. Mais en fait, nous, c'est donc courant 2019, on s'est dit, ben, en fait, voilà, la mode et l'impact écologique de la mode, c'est un vrai sujet. C'est quelque chose qui nous intéressait aussi bien à titre personnel, mais du coup, voilà, on s'est dit, en fait, à titre professionnel, qu'est-ce qu'on peut faire? Mm. Qu'est-ce qu'on peut avoir à jouer dans cet univers-là? Et on a lancé un petit message sur Facebook en disant, voilà, s'il y a des couturières qui sont dans notre communauté, qui nous suivent, qui adhèrent à notre philosophie, bah, contactez-nous. On a envie de discuter voilà. On n'avait pas forcément de projet arrêté à ce moment-là, mais on a juste envie de discuter, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et alors à l'époque, je pense qu'on a peut-être dû rencontrer deux, trois personnes. Et il y a eu une personne qui s'appelle Lucille avec qui ça a collé de suite. Vraiment, voilà, on était Mm. dans la même démarche. Elle a eu une petite fille. Elle a donc travaillé dans la mode et dans l'univers de la fast fashion. Et bon, voilà, elle a compris que c'était pas ça qu'elle voulait et que c'est pas ça qu'elle avait aussi envie de montrer en exemple à sa fille. Mm. Donc voilà, elle avait vraiment il y avait beaucoup d'affinités, de choses qui se recoupaient. Et donc, on a discuté avec elle, on lui dit, voilà, nous, aujourd'hui, on a fait de la cosmétique sur cette philosophie-là. Et bien, en fait, ça, on a envie de voir comment on peut le dupliquer et l'appliquer au univers des vêtements.
Et voilà, donc on a échangé avec elle. On est arrivé à l'idée de faire un premier t-shirt en lin français. Et voilà, donc ça, c'est un premier projet qui a avancé au fil de l'année 2019 et qu'on a proposé fin 2019. Et après, dans la suite, du coup, ben, on s'est dit, ben, voilà, maintenant qu'on a créé ce petit atelier textile, donc ben, au départ, elle était seule et après, on a pris une deuxième personne. On a aussi, du coup, profité en se disant, ben, en fait, on peut aussi fabriquer des accessoires textiles zéro déchet, comme les lingettes lavables, des étuis, on a des étuis tout lavables, éponges lavables. Voilà, on a aujourd'hui maintenant un filet à savon, enfin voilà, plein de petits accessoires qui peuvent aussi, du coup, Mm. ben, être fabriqués dans la même idée. Donc, tous nos textiles, vêtements ou accessoires sont en coton bio ou en lin quand c'est possible. Donc, tous certifiés GOTS, donc qui est la certification bio. Voilà, quelque chose d'important pour nous aussi. On essaye d'avoir, alors, c'est pas un maximum de certification, mais en tout cas, on essaye d'avoir des certifications qui permettent vraiment de montrer notre engagement sur différents points. Donc, on a aujourd'hui sur les cosmétiques Cosme Bio, enfin Cosmos, donc qui certifie l'aspect bio des produits. Pour la marque au global, on est Slow Cosmétique, on est Vegan Society, donc voilà, qui certifie qu'on n'utilise aucun ingrédient d'origine animale. Ça aussi, c'était pour nous essentiel dès le démarrage. Et on est aussi, depuis plus récemment, certifié Origine France Garantie. Donc voilà, c'est aussi montrer voilà, notre engagement sur à la fois la fabrication française et aussi ben, voilà, essayer de sourcer un maximum de choses en France. Ok. Donc de ce que je vois, effectivement, enfin, ces engagements sont très importants pour vous. Ils ont été importants dès le début. Ça, c'est ça aussi qui a construit un peu votre histoire finalement, aussi l'histoire de Comme Avant. Oui, oui, Euh, oui, pardon. Pas de souci. Et notamment, je voulais parler d'un sujet, du coup, on va un peu plus parler aussi dans cet épisode, c'est celui du zéro déchet. Tu m'as parlé tout à l'heure de justement, bah, tu étais déjà parti sur le zéro plastique dans la cuisine. Est-ce que le zéro déchet, c'est quelque chose aussi que vous aviez à cœur de mettre en place avec Neil dès le début de Comme Avant, ou c'est quelque chose qui s'est construit progressivement avec l'entreprise? Alors, non, en fait, enfin, je dirais que c'est vraiment venu dès le début parce que, en fait, quand on s'est dit on fait des produits à la composition la plus saine possible, ben voilà, pour nous, c'était plutôt logique d'essayer aussi que l'impact environnemental soit le meilleur. Après, tu vois, en fait, dès le début, on a voulu aussi avoir des formats familiaux ou des recharges. Mm. Mais par exemple, au début, notre dentifrice en poudre était dans un pot en plastique. Ouais. Donc voilà, c'était pour nous, malheureusement, on n'avait pas trouvé mieux. On a accepté par défaut ce choix-là en se disant, bah, à défaut de mieux, voilà ce qu'on peut proposer. À côté, on propose des recharges qui permettent aux gens de ne pas racheter sans cesse le pot en plastique, mais plutôt de pouvoir le recharger. Mais donc, typiquement, ça, c'est quelque chose sur lequel, quasiment dès le début, on l'a fait, mais en se disant, ça, il faut qu'on l'améliore. Donc ça, on l'a amélioré par la suite. Mais donc c'est vrai que non, dès le début, cette envie d'avoir une marque avec un engagement zéro déchet, il était là. Après, en effet, il s'est amélioré, il s'est peaufiné avec le temps aussi, avec l'expérience, avec les moyens aussi, puisque voilà, au fur et à mesure, on trouve des solutions, on trouve des choses qui permettent d'améliorer tout ça. Mais, et c'est vraiment, oui, dans l'essence de la marque, de se dire que les emballages doivent être minimalistes. Donc, depuis le début, on utilise carton craft, on utilise voilà, le moins d'impression, le moins d'encre possible. Voilà, vraiment sur le minimalisme, ça, c'est sûr que c'était depuis le début. Ouais. Ça marche. Et justement, enfin, je me souviens aussi que donc quand on s'est parlé un petit peu avant cet épisode, tu m'as dit voilà, le zéro déchet, attention quand même au vocabulaire. Il y a quand même quelque chose un petit peu voilà, qu'il faut prendre en compte en tout cas en parlant de zéro déchet. Justement, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi le mythe qu'on entend souvent sur le zéro déchet, ou enfin voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire à propos de ça? Et Ouais, bah c'est surtout que voilà, nous on aime bien, on parle aujourd'hui plutôt qu'on est une marque qui tend vers le zéro déchet, mais voilà, plutôt qu'une marque zéro déchet.
parce que je trouve que ça reste un peu hypocrite de dire que on est une marque zéro déchet, que grâce à nous, vous allez avoir zéro déchet chez vous. On peut pas dire ça, puisque du coup, il y a quand même des emballages, même si c'est que du carton, que c'est absolument totalement recyclable, voire compostable. Mais ça reste des déchets qui se créent quand même, des emballages. Et nous, en tant qu'entreprise, dans notre fonctionnement, malgré tous les efforts qu'on peut mettre en place, et peut-être dont on pourra parler après, on génère des déchets. Et voilà, donc quelque part, si on veut être zéro déchet, bon, après, c'est des extrêmes, et voilà, mais je veux dire, on arrête, on fait tous ces cosmétiques chez soi, et encore ça génère des emballages, puisque pour faire ces Ouais, il faut cosmétiques chez acheter les soi, matières on premières. reçoit des emballages. Mm. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'essaye toujours de mettre une nuance sur le côté, on est une marque zéro déchet. Voilà, on est une marque qui a un vrai engagement. Ça, c'est important pour nous et vraiment, on essaye de vraiment montrer cela au quotidien. On a un vrai engagement pour accompagner et pour aider à tendre vers le zéro déchet. Mm. Voilà. Et justement, du coup, tu nous as un petit peu déjà expliqué comment vous aviez mis en place avec Neil au début, justement, cette logique de zéro déchet sur la partie emballage client et donc le dentifrice où il a fallu peut-être attendre un coût supplémentaire pour y aller. Ça a été quoi un peu, justement, les différentes étapes pour vous, à la fois du côté client et à la fois de votre côté aussi, côté entreprise, pour arriver à tendre vers ce zéro déchet? Après, c'est toujours essayer de chercher à améliorer les emballages quand on peut les améliorer. Voilà, quand en tout cas on voit qu'il y a des pistes pour améliorer. Après, c'est rechercher, voilà, rechercher toujours des systèmes de recharge. Ça, généralement, on l'a toujours mis en place assez rapidement. Alors après, il y a aussi dans nos boutiques, par exemple, donc on a ouvert une première boutique en 2019 à Marseille. Euh, Tout de suite, on a mis en place un rayon vrac. Voilà, donc dans nos boutiques, ça, pour nous, c'est important. C'est pas simple, parce qu'il y a une législation encore plus particulière quand on vend du vrac en magasin. Voilà, il y a plein de contraintes. Il y a eu des discussions où on s'est dit, bon, en fait, est-ce qu'on n'arrête pas le vrac dans les boutiques parce que il y a telle complexité. Mais non, on l'a pas arrêté, on l'a continué parce que pour nous, c'est essentiel. Mais voilà, donc il y a plein de choses comme ça où, en tout cas, voilà, pour les clients, on essaye toujours de proposer des solutions qui permettent en effet, voilà, de limiter l'utilisation d'emballage. Voilà. Après, il y a d'autres problématiques, des choses qui coincent encore. Par exemple, aujourd'hui, on nous demande souvent notre lessive qui est présentée en format 1 kg. Les gens voudraient pouvoir l'acheter en plus gros contenant pour se dire, je fais un seul achat, ça me dure Mm. plus longtemps, j'ai qu'un sachet. Sauf que nous, on a des contraintes à la fois de poids et de transport qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas une solution qui permette d'avoir un sachet qui reste recyclable, parce que du coup, en fait, des Mm. sachets très solides qui permettent de transporter 5 kilos, ça existe, mais potentiellement, ils seront pas recyclables et il peut y avoir des substances qu'on n'a pas envie d'utiliser à l'intérieur. Donc, il y a, voilà, trouver le bon contenant qui peut permettre de transporter ces 5 kilos, par exemple, et le bon système d'envoi qui fait que les 5 kilos, ils arrivent en pied chez le client. Donc, Oui, voilà. aussi. Donc, voilà, il y a encore des choses où on a encore plein de possibilités d'amélioration, en tout cas il y a plein de choses encore qui sont possibles, mais voilà, on améliore petit à petit quand on peut et quand on trouve les bonnes solutions qu'il faut, quoi. Et justement, là, du coup, tu parlais de la partie vrac. Tu dirais que c'est plus simple, en fait, de vendre des produits emballés que du vrac aujourd'hui, tel que est le Ouais, contexte, en fait, ou pas? oui, Ouais. enfin oui, malgré tout, en fait. Alors c'est pour plein de raisons, mais par exemple, on se retrouve nous parfois dans des situations où là aujourd'hui, hein, le vrac, on le vend, je crois, 20 centimes moins cher que le prix du produit emballé. Donc, on a des gens qui arrivent dans la boutique et qui voient ça, qui ne sont pas de base dans une démarche d'utilisation de produits en vrac, mais qui du coup se disent, 20 centimes moins cher, je le prends. Et du coup, ils nous demandent un sachet pour mettre le produit à l'intérieur. Et du coup, ils repartent avec un emballage. Et du coup, on a perdu toute la logique de départ, mais en même Mm. temps, on ne peut pas leur refuser. Enfin, on ne peut pas juste leur dire, non, non, allez-vous-en. Voilà. Vous repasserez Donc, avec votre contenant. ouais, voilà. Mais c'est le vrac aujourd'hui, ça reste quand même difficile, je trouve,
à mettre en place, à démocratiser. Il y a encore beaucoup de travail, en tout cas, sur ça. Et après, en effet, voilà, nous, au niveau suivi, manipulation, par exemple, on a une problématique, c'est qu'on a nos déodorants qui sont déclinés avec des huiles essentielles. Si on laisse les déodorants, on les vend enfin, dans les boutiques qui sont présentées dans des bocaux, là, comme le bocal que j'ai là-haut. Ouais. Mais donc, si on les met déjà tous à côté, potentiellement, si l'étiquette elle tombe ou quoi, on ne sait plus qui est quoi, puisqu'ils ont la même couleur, mais ils n'ont simplement pas la même odeur. Mais potentiellement, on n'arrive plus forcément à différencier. On a aussi une problématique que l'odeur, justement, dans le bocal, ben, elle peut évoluer, en tout cas s'atténuer, etc. Donc, le client peut acheter un déodorant qui n'a pas la même qualité que celui qu'il aurait acheté dans un contenant. Donc, voilà, il y a pas mal de problématiques, en effet, sur la vente vrac. Et aussi, alors, c'est pas ma partie, donc, mais je sais que, voilà, au niveau de nos revendeurs, ils sont aussi, eux, soumis à beaucoup de réglementations que Mm. déjà, au départ, ils connaissent pas forcément. Donc, nous, on doit aussi les aider, les accompagner là-dessus. Voilà, donc c'est quand même un sujet, le vrac, mais j'espère que voilà, ça, avec le temps, ça deviendra plus fluide, plus facile et voilà, plus une évidence pour tout le monde, quoi. Et ça me fait penser à ce que tu me disais tout à l'heure sur la traçabilité. La traçabilité du vrac, ça doit être aussi une sacrée problématique, je suppose. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Donc, par rapport à la fabrication en elle-même, est-ce que vous avez fait aussi du côté, donc côté usine, côté, enfin voilà, est-ce qu'il y a aussi cette même logique de zéro déchet enfin, je dis ça, après j'ai en tête aussi par exemple certaines campagnes que vous avez faites par exemple pour vendre ou donner les produits que vous fabriquez en trop. Parce que voilà, quelles sont aussi les logiques côté plus entreprise Ouais. finalement? Alors oui, en effet, là-dessus, on a pas mal de choses qu'on a mis en place et qu'on essaye de continuer à mettre en place. Notre idée, c'est d'essayer de former un circuit fermé et bah, de réduire au strict minimum ce qui finit à la poubelle. Donc pour ça, il y a pas mal de choses. La première chose, ça a été, bah, du coup, avec notre atelier textile, elles ont cousu des charlottes lavables. Mm. Donc au moins, voilà, pour les équipes qui sont là, qui sont au poste permanent, ils ont chacun la charlotte lavable et voilà. Donc ça, c'est une petite chose, mais c'est pas mal. Après, les surchaussures aussi qui doivent être utilisées, bon, ben, on arrête d'utiliser des surchaussures jetables, on passe à des surchaussures lavables, ce qui existe. Donc là, ça, c'est des petites choses au départ, mais bon, mis bout à Mis bout, bout à bout, finalement, ça oui. permet quand même de réduire ce qu'il y a dans la poubelle à la fin de la journée. Mm. Après, on essaye de réutiliser ou de revendre parfois les contenants qu'on reçoit de nos fournisseurs, puisque très peu sont, c'est très rare, parce qu'il y en a même, je crois actuellement aucun, ils sont rarement consignés, les fûts ou les bidons Mm. qu'on reçoit. Donc, on essaye de les réutiliser, de les donner, de les revendre. Voilà, donc on les a, par exemple, dans nos boutiques, toutes les décorations de nos boutiques sont faites à partir d'anciens fûts d'huile d'olive. Voilà, Ah, donc ça, top. c'est vrai que c'est assez emblématique et les clients, Mm. quand on leur dit ça, et ça les fait toujours sourire en disant ouais, c'est chouette, quoi. Voilà, c'est très joli. C'est des retours qu'on a, tout le monde nous dit que c'est très joli. Et voilà, du coup, au lieu de que ça parte à la poubelle ou à la déchetterie, ben, en fait, ça sert d'objet de déco et c'est chouette. Et de la même façon, du coup, ces fûts, etc., on avait communiqué là-dessus aussi pour voilà, les gens qui ont des assos, ou il y a des gens qui font de la récup, qui customisent ce genre de choses. Il y a des assos, des clubs d'équitation qui sont venus récupérer aussi les Ah oui. fûts pour faire des abreuvoirs. Enfin voilà, Mm. plein de choses comme ça qui nous permettent d'éviter en fait, d'envoyer à la déchetterie des contenants. Et après, oui, les produits, du coup, tu parlais des produits. Donc, on a des chutes sur la majorité des productions qu'on fait. Certaines productions, on peut faire refondre ces chutes pour les remettre dans le flux. Donc, ça, c'est très bien. Là, on est vraiment en circuit fermé. Il y a certains produits qui ne génèrent pas de déchets de matières premières. Et d'autres où on ne peut pas faire refondre, ou en tout cas, nous, on ne le souhaite pas parce que, après des tests, on a vu que ça pouvait, en effet, là, dans ce cas-là, faire perdre des propriétés. Donc, certains produits, les savons notamment, voilà, les chutes, à part le savon brut, l'huile d'olive, ça part en copeaux. Nos autres savons, par exemple, du coup, ça part pas en copeaux. Donc, ça, on les vend sur notre site à prix réduit. On le fait en période souvent, là, ça fait 2 fois qu'on le fait au mois de janvier, parce qu'en fait, après la période de fin de l'année où on a eu un surplus de production, bah, du coup, on a un surplus de chute qui ne s'est pas écoulé de façon classique par notre page
où on les vend à prix réduit. Et donc là, voilà, on a fait une offre à nos clients en leur disant, ben, on vous offre à partir de X euros d'achat, on vous offre des chutes. Donc c'est vrai que ça plaît beaucoup, ça fait un petit cadeau. Ça permet aux clients en plus de tester un nouveau savon qu'ils n'avaient pas encore testé. Et ça, à côté de ça, toute l'année, on fait des dons à des associations. Voilà, donc souvent des associations qui viennent en aide aux femmes en difficulté, aux sans-abri, voilà, donc aux personnes en situation de précarité. Donc on donne, voilà, vu qu'on a notamment ces chutes qu'on est en capacité de pouvoir donner assez régulièrement. Donc voilà, on essaye de se fixer parce qu'on a quand même beaucoup de demandes. Donc, on s'est fait maintenant une liste d'attente avec voilà, des assos qui nous ont contactés et on essaye tous les mois d'envoyer, en tout cas de gérer ça avec au moins 2 ou 3 assos. Voilà. Donc ça fait partie du fonctionnement de l'entreprise. Alors, pas depuis le début, parce qu'il y a plein de choses qui se sont mises en place petit à petit, mais c'est vrai qu'on a toujours recherché voilà, ce but-là de comment on va réduire nos déchets, à la fois avec les produits qu'on fabrique et pour le client, mais aussi dans l'entreprise et dans son fonctionnement. Voilà. Comme je disais, on reste une entreprise voilà, qui a un impact environnemental. On n'est pas, voilà, on peut pas. Mais comment on fait pour le réduire au minimum, voire par moment réussir à le rendre positif, en tout cas, voilà, à le rendre bénéfique. Ouais, ça serait top. Ça marche. Et sur ce chemin un peu, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez commis certaines erreurs en voulant faire certaines choses et si oui, ça a été quoi? Qu'est-ce qu'elles vous ont révélé sur le zéro déchet et son univers? Ouais, bah après, alors des erreurs, oui, on en a commis plein. Sur cette partie-là, bah, c'est qu'au début, oui, au début, c'est quand un fournisseur nous dit oui, je vous envoie un échantillon, cet emballage il est 100% recyclable, 100% compostable, etc. Puis en fait, quand on creuse, c'est compostable, mais que en compost industriel. Donc ça veut dire qu'à la maison, personne ne peut le composter. Mais en fait, il y a une fine couche de plastique qui nous avait dit que c'était du PLA, mais en fait, le PLA, enfin, voilà, c'est ce Ah genre de ouais, choses d'accord. où, voilà, quand on commence à mettre les mains dedans, on se dit, ouh là là, en fait, bon, le greenwashing est partout, on le sait, mais comment je vais faire pour ne pas me faire avoir, quoi, pour ne pas me Mm. faire avoir et du coup, indirectement, avoir trompé mon client parce que j'ai été trompée, mais finalement, c'est mon client qui est trompé parce qu'il utilise le produit. Donc, on a eu la chance de justement, voilà, vraiment avoir les garde-fous pour toujours vérifier, mais on a eu des projets qui ont bien avancé jusqu'à ce qu'on se rende compte, ah oui, non, mais en fait, non, non, ça va pas, il y a un truc qui va pas dans Aïe. cet emballage. On n'avait pas, il y a une ligne qu'on avait loupée et non, non, ça va pas, quoi. Donc je dirais que c'est quand même ça qui reste difficile. Alors aujourd'hui, voilà, du coup, avec l'expérience et maintenant, on a les bons fournisseurs, on sait, voilà, qui travaille comment et on sait globalement les pièges à éviter. Ouais, vous avez la checklist un peu des choses Ouais, un peu, oui, à oui, voir. voilà. Du coup, là, maintenant, les réflexes, ils sont plutôt ancrés. Mais c'est vrai que, ouais, ça fait partie des petites embûches qui sont, qui sont pas simples au début, quoi. Ah oui, non, mais enfin, là, des exemples que tu donnes, ouais, c'est flagrant parce qu'effectivement, on entend parler du greenwashing, mais bah, pour être d'un point de vue totalement extérieur, je pensais pas que c'était jusqu'à ce niveau-là de Ouais. petits détails où il fallait vraiment aller regarder, quoi. Ouais, ouais, oui, oui, non, c'est sûr. Enfin, nous-mêmes, nous, on est démarchés régulièrement en nous disant, voilà, je vous propose tel produit, il est éco-responsable, il convient bien, machin. Mais en fait, quand on creuse, on leur dit, bah non, en fait, vous voyez, là, ça va pas, en fait. Et c'est vrai que voilà, c'est des argumentaires. En fait, même nous, en tant qu'entreprise, on est ciblé par des argumentaires Mm. qui essaient de nous convaincre et on peut vite se faire convaincre. Hein, voilà, Ouais, donc pas restez évident. vigilant quand même, c'est ça, ouais. Ouais. Ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire justement euh, aux solopreneurs, aux entrepreneurs aujourd'hui là qui nous écoutent, donc on va dire petits formats entrepreneurs, solopreneurs ou TPE, tu vois, qui essayent, en tout cas qui auraient à cœur d'essayer de mettre en place ou de tendre vers ce zéro déchet. Quels seraient les petits conseils que tu pourrais leur donner? Comment tu dirais qu'ils pourraient essayer de rendre ça concret en fait pour eux?
Alors, bah, je dirais que déjà, faut pas se mettre trop de pression. En tout cas, il faut essayer aussi de faire les choses petit à petit, de pas chercher la perfection de suite. Voilà que, alors on a une expression ici qu'on aime, qu'on utilisait beaucoup, on l'utilise un peu moins maintenant, mais en disant qu'il vaut mieux faire la deux chevaux avant de faire la Porsche. Voilà. Mm. Donc c'est se dire, ben, en fait, là, ok, j'ai fait ça. Je sais que ce côté-là, de ce que j'ai fait, je peux peut-être l'améliorer, mais je me laisse le temps de l'améliorer sous 6 mois, sous un an. Mais là, déjà, j'ai fait un premier pas, quoi. Voilà, on fait un premier pas et se dit, bon, bah, ça, c'est déjà bien. Je vois comment ça se passe. Ah, en fait, bah, ça se passe mieux que ce que je pensais, ou voilà, finalement. Ou alors, non, bah, en fait, je me suis trompée, j'aurais dû plutôt aller vers la gauche et je suis allée à droite. Mais voilà, du coup, je dirais, de pas vouloir en faire peut-être trop au risque de se perdre un peu Mm. et de vraiment essayer d'aller chercher les petits pas et peut-être bah, forcément ce qui peut sembler logique, mais de se dire voilà, aujourd'hui quand je regarde qu'est-ce qui est le plus problématique, qu'est-ce qui va générer le plus de déchets ou qui est le plus alors du coup pas forcément le plus difficile à changer parce que si on commence par le plus difficile, je pense qu'on peut se décourager. Ouais. Mais voilà, peut-être quand même malgré tout ce qui peut être trouver le juste milieu entre ce qui est plutôt facile à changer et qui en même temps aura un impact assez important. Mais voilà, vraiment cette idée de petit pas après petit pas et de pas tout changer du jour au lendemain. Et je trouve que ça s'applique aussi bien en entreprise qu'à la maison, puisque voilà, à la maison, on peut vite se décourager et se dire, mais j'arrive pas, en fait, c'est trop compliqué de tout changer. Mm. Donc, il ne faut pas tout changer, faut changer petit à petit ce qui est faisable. Et puis à la fin, on aura changé la moitié des habitudes et c'est déjà génial, quoi. Ouais, alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, c'est clair, on voit un peu enfin, émerger un espèce de sentiment de culpabilité des Ouais, gens parce qu'ils ont le sentiment il y a une montagne à franchir et du coup, ils se sentent immobilisés. Et ouais, c'est dur de faire même juste ce premier pas. Et en fait, enfin, il faut déculpabiliser. Effectivement, on ne peut pas tout faire d'un coup. Et ne serait-ce qu'un petit pas par un petit pas, et ben, c'est toujours ouais, ça déjà de prix et de gagner. Donc, je suis ouais, ouais, 100% raccord. Ça marche. Et est-ce que tu dirais que, est-ce que tu aurais aussi des conseils pour eux pour peut-être savoir vers où trouver des conseils ou des aides ou des guides, tu vois, pour peut-être un peu cette démarche-là? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement aidé avec Neil quand vous étiez dans ces ouais. réflexions? Bah après, on s'intéresse quand même pas mal à tout ce qui peut se dire sur le thème de l'écologie et voilà, de façon globale. Je peux donner des noms de personnes qui ont pu nous inspirer, mais bon, enfin, voilà, qui sont pas, voilà, Monsieur Jancovici par exemple, voilà, c'est des gens qui sont inspirants et justement, voilà, tu parlais de culpabilité, c'est aussi réussir à ne pas ne pas Mm. tomber dans quelque chose où on va culpabiliser parce que ça, on l'a pas fait parfaitement, etc. Donc, voilà, on essaye, nous, de s'ouvrir à tout. On n'est pas des gens, voilà, on est des gens tout ouverts, donc on écoute un peu tout. On prend aussi ce qui nous parle, on laisse de Mm. côté ce qui nous parle moins. Et voilà, on avance du coup voilà, petit à petit et c'est comme ça en tout cas je pense qu'on a évolué au fil du temps chez Comme Avant. Mm. Ça marche. Et justement aussi, ben alors, c'est un peu cette logique-là que je me posais. C'est en fait, vous êtes un peu un ovni de la profession, avec justement cet engagement zéro déchet, ou en tout cas tendre vers le zéro déchet et le minimalisme, la simplification, aller vraiment vers les produits les plus simples, etc. Comment ça s'est passé pour vous, confronté au marché des Goliaths en face, enfin, ceux qui dépensent à tout va, gaspillent et tout ça. Ouais. Concrètement, ouais, comment ça s'est passé pour vous, cette confrontation un peu David contre Goliath? Bah, alors, disons que nous, au départ, on a fait notre petit bonhomme de chemin. Après, enfin, on est conscient en fait, on se bat. En fait, on n'aurait pas l'impression de devoir être David contre Goliath. On a juste l'impression de faire notre chemin de notre côté. Et puis Goliath, il fait ce qu'il veut. Mais voilà. Du coup, je dirais juste que oui, nous, on essaye bah, justement aussi
d'essayer souvent de réaffirmer notre identité dans le sens où, voilà, comme bon, OVNI, je sais pas, mais en tout cas notre particularité, je pense qu'on n'est pas les seuls. Peut-être que ce qui fait notre différence aussi, c'est que nous, on communique sur ça. Mais voilà, nous, la communication, pour nous, c'est pas un gros mot, ça fait partie de l'entreprise et de son développement. Donc voilà, donc nous, on communique aussi beaucoup, en tout cas, on a l'impression, je sais pas mais si les messages passent suffisamment, mais en tout cas, on essaye, voilà, sur notre particularité, sur notre engagement. Je pense que plein d'autres entreprises ont des engagements similaires et voire encore au-dessus des nôtres, mais peut-être communiquent moins, puisque ils se disent que c'est pas nécessaire. Alors qu'en fait, c'est nécessaire, moi je trouve, parce que à la fois, bah, ça permet aux gens de dire, bah oui, voilà, moi mon produit il est comme ça, mais c'est pas juste un produit, il y a aussi quelque chose autour. Mais aussi, et c'est les retours qu'on a quand on communique, nous, les gens nous disent, bah, en fait, oui, vous me faites ouvrir les yeux sur des petites choses, vous me faites prendre conscience de ça. Alors voilà, nous, on ne veut pas se placer comme ni expert, ni quoi que ce soit. Voilà, on reste à notre place. Mais si on peut être un tout petit peu inspirant ou en tout cas donner une idée à quelqu'un, et c'est des retours qu'on a, les gens qui nous disent, bah oui, du coup, moi, dans mon entreprise, j'ai vu ça chez vous, et du coup, je leur ai proposé, et donc on a mis ça en place. Et en fait, c'est juste ça, déjà, on a tout gagné, quoi. On est super content quand on a ce genre de retour. Et, euh, et donc, voilà, je disais juste, du coup, je me suis un peu écartée de ta question, je suis désolée. Mais, Pas de euh, souci. mais voilà, du coup, c'était aussi pour dire que pour moi, on n'est pas les seuls du tout, et tant mieux. Voilà. Mais que du coup, quand en tout cas on a une démarche comme ça, faut pas hésiter à communiquer dessus parce que c'est bénéfique à tous les niveaux pour moi. Il faut pas avoir honte de communiquer. Il faut pas, voilà, c'est aussi partager le quotidien d'une entreprise. Ça intéresse énormément de monde en fait. Voilà, c'est ce qui permet de créer un lien avec une marque et les produits qu'on achète. C'est aussi, voilà, ça passe aussi par ça. Euh, et du coup, enfin, si tu vois, par rapport à tout ça, nous, voilà, les gros, bon, alors quand tu dis les gros, il y a quelque part les très gros, je vais Oui. citer L'Oréal, où, bah non, en effet, nous, quelque part, on n'est pas du tout dans la même cour et on se Mm. compare, ni on ne se, enfin, nous, on ne les regarde pas parce que c'est pas pour nous, il n'y a pas de comparaison. Après, il y a d'autres acteurs dans la cosmétique solide, naturelle, qui sont arrivés ces 2, 3 dernières années qui sont plus gros que nous et qui, en effet, bah, voilà, communiquent plus, voilà, qu'on voit beaucoup. Euh, Bah, après, nous, avec eux, alors, on se bat, je vais pas dire ça, c'est pas le bon mot, mais on se bat justement juste avec avec ce qu'on est. Et voilà. Et quand je dis, voilà, nous, on essaye juste de montrer que ben, nos produits, ils sont les meilleurs possibles selon nous, selon notre cahier des charges. Et notre engagement, on fait du mieux qu'on peut aussi en cohérence avec tout ça. Euh, et donc, voilà, disant que David contre Goliath, je résumerai tout ça en disant qu'on, pour moi, on se bat juste avec nos armes, avec nos valeurs et avec qui on est, quoi. Voilà. Mm. J'entends, il y a une vraie notion aussi de partage, de transparence, Ouais. et de aussi ne pas chercher forcément justement la comparaison, mais plutôt à mettre le focus non sur la comparaison, mais Mm. sur son histoire propre, ses valeurs Ouais. propres, son engagement propre. Ouais, tout à fait, ouais. 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 Ok. Alors, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir peut-être quand vous avez commencé ou si là, par exemple, la Sophie de maintenant pouvait aller remonter le temps et aller parler à la Sophie d'il y a 4-5 ans et lui donner un peu des astuces, qu'est-ce que tu Euh, pourrais lui dire? Bah, je dirais que ouais, parfois, essayer de... Alors, on fait beaucoup de choses au feeling, chez Comme Avant. Voilà, on n'est pas énormément dans des calculs, des stratégies, voilà. On est très spontané. Mais du coup, parfois, je pense que on a eu peur d'être trop spontané. Enfin, surtout, je dirais moi personnellement, du coup, enfin, moi, voilà, je sais que voilà, la spontanéité, parfois, ça peut faire peur de se dire, mais attends, non, là, peut-être que ça, il faudrait pas le dire comme ça, etc. Et en fait, je pense que voilà, malgré tout, et alors que voilà, j'ai l'impression que avec le temps, voilà, je me dis en fait, il y a des fois, et en effet, c'est bien, enfin, il faut être spontané et faut pas hésiter quoi à l'être. Et c'est bien de laisser pas laisser
de suivre son feeling et son ressenti sans forcément trop calculer ni réfléchir. Voilà, donc je dirais peut-être ça. Ok. Donc plus de feeling, plus d'intuition à la Ouais, Sophie d'il y a 4-5 ans. ouais. Ça marche. Euh, et qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui à continuer? Voilà, malgré tout ce que tu me dis, malgré les difficultés que ça peut être, les allers-retours, la législation, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qui continue à vous Euh, motiver? c'est de continuer à voilà, pouvoir proposer des alternatives, de voir les retours des clients, voilà, puisque on a tout le temps des retours hyper positifs. On a aussi des retours négatifs, c'est le jeu, et donc ça nous permet aussi d'améliorer, puisque voilà, on est vraiment en processus d'amélioration continue. On a des versions sur nos produits, donc voilà, on écoute vraiment tous les retours, aussi bien positifs que négatifs. Mais non, vraiment, enfin oui, c'est sûr on est très motivé par ce projet et on a envie de continuer à proposer des bons produits, voilà, avoir des bons retours. On vit des moments quand même assez incroyables. Voilà, il y a des moments difficiles, mais à côté de ça, il y a les moments incroyables. Voilà, notamment, je pense que voilà, les moments les plus chouettes, c'est vraiment justement ces interactions avec nos clients, avec notre communauté. Quand on va sur des salons, là, on était à un salon à Lyon. Ça n'a pas de prix, quoi, en fait, quand les gens y viennent et qui. Alors, des fois, c'est très fort, hein, il y a vraiment des échanges très forts, mais les gens peuvent avoir des mots en disant qu'on a changé leur vie, voilà, qu'on a réussi à apaiser les problèmes de peau, qu'on a. Et voilà, ça n'a pas de prix, quoi. Ça, c'est sûr que ça motive à se lever le matin. Puissance 1000. C'est clair, je comprends. Je comprends très très bien. Et du coup, alors, qu'est-ce que ça va être vos prochains projets? Qu'est-ce que vous avez un peu comme objectif? Qu'est-ce que vous avez dans la hotte du Père Noël du zéro déchet, là, qui nous attend? Ouais, bah, alors il y a quelques nouveaux produits là prochainement. Peut-être quand l'épisode sortira, la sortie sera très proche. On aura un savon dédié à l'hygiène intime, donc un nouveau savon. Nos crèmes solaires qui existaient déjà, mais voilà, vont être en version un petit peu améliorée, en version parfumée au printemps. Après, c'est aussi voilà, continuer d'améliorer certains produits, continuer aussi de développer ces formats familiaux, ces recharges. Là, on a notre nouveau dentifrice en pâte qui est sorti en début d'année dans un petit pot en verre. Donc, on travaille encore à la solution parfaite pour le recharger. C'est Ok. important, mais c'est pas simple à nouveau. Mais voilà, donc c'est surtout ça. Après, voilà, continuer. Nous, dans l'équipe, voilà, stabiliser aussi notre effectif, faire en sorte que voilà, tout le monde se sente bien ici, qu'on puisse améliorer aussi dans le fonctionnement de l'entreprise ce qui peut être amélioré. Voilà, plein de choses prometteuses et motivantes. Et voilà, beaucoup de travail, mais c'est chouette. C'est des beaux projets, quoi. Oui, des beaux projets, effectivement. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Du coup, je vais un peu te poser les questions signatures aussi du podcast Allume ton bise. Ok. Si tu devais me dire, c'est quoi un petit peu les points mindset, les points état d'esprit qui t'ont vraiment aidé à travers ce cheminement d'entrepreneur, là, c'était 5 dernières années, ce serait quoi? C'est quoi les choses qui t'ont le plus fait grandir dans ton évolution d'entrepreneur? Alors, je dirais cette idée de pas toujours rechercher la perfection, mais de se dire qu'on pourra améliorer au fur et à mesure aussi, d'y aller petit à petit. Se dire que il faut pas avoir peur. Alors, ça, c'est quelque chose de, voilà, faut pas avoir peur de se lancer, il faut pas avoir peur d'être spontané, j'en parlais tout à l'heure. Il faut pas avoir peur de dire les choses. Il y a plein de choses que pouvaient être là avant et voilà, sur lesquelles j'ai pu évoluer avec le temps. Euh, et, euh, et après, je dirais quand même que voilà, beaucoup, alors on n'a pas forcément beaucoup parlé dans l'épisode, mais du coup, voilà, l'humain est quand même fondamental. Voilà, nous, aujourd'hui, on a une belle équipe. Ça implique plein de choses à gérer, mais aussi beaucoup, beaucoup de positifs. Et c'est hyper porteur. Donc voilà, s'entourer, le contact humain.
qui soit le fait d'avoir une équipe ou simplement d'avoir un réseau extérieur, je pense, très, très important. Ok, chouette, ça marche. Si tu avais un seul conseil, genre on n'en retient qu'un seul, à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait lequel? Alors, du coup, j'aurais peut-être un peu l'impression de me répéter, mais ça serait vraiment cette idée de voilà, de pas se mettre une pression dingue à chercher le produit parfait, le packaging parfait, voilà, tout parfait. Mais se dire que voilà, si on fait une V1, c'est bien déjà. Voilà, ça permet de tester, ça permet d'avoir des retours. Et puis après, on voit et on améliore au fur et à mesure. Amélioration continue, ça marche. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Si on veut te retrouver, donc tu nous as dit que vous communiquiez beaucoup sur Comme Avant. Si on veut te retrouver, si on veut retrouver Comme Avant, comment on fait du coup? Alors, on a en effet les réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram, on est aussi sur LinkedIn et un petit peu sur TikTok, sur notre site internet, comme-avant.bio. Voilà, et on a des boutiques aussi, donc à Marseille, à Paris et à Toulouse, et un réseau de revendeurs. On peut retrouver la liste sur notre site. Voilà, donc on peut trouver nos produits à pas mal d'endroits, donc n'hésitez pas à les. C'est bien aussi voilà, d'aller les trouver près de chez soi plutôt que commander sur Internet. Ça a des avantages aussi. Ça marche. Bon, pour tous ceux qui écoutent, de toute façon, je vais mettre tous les liens en description de l'épisode. Ok. Merci énormément, Sophie. C'était super riche et enrichissant comme échange. Merci à toi.